Bonjour, ici nous allons voir l'effet Motion Blur en post-production en utilisant un fichier exporté d'un logiciel 3D. On peut le faire avec un FBX, un alambic ou un USD. Pour aller chercher mon fichier 3D, je vais cliquer sur cette icône, choisir Read. Dans mon cas, c'est un alambic. L'avantage de l'alambic ainsi que l'USD, il me permet de filtrer le contenu de la scène. Je vais utiliser cette option, basculer en 3D. Voici mon fichier 3D. Je vais créer une caméra à cet endroit. J'ai besoin d'un moteur de rendu. Dans New, vous pouvez faire bouton droit 3D. Vous avez ici un Skyline Render ou un Ray Render, donc un lancer de rayon ou un processus Skyline. Nous verrons par la suite que les concepts de vecteur blur reconnaîtront directement le Skyline Render et qu'il faudra peut-être choisir d'autres options avec le Ray Render. Bilan, je vais choisir le Ray Render. Je connecte la caméra. Je vais créer maintenant deux lumières pour mieux voir ma géométrie lors du rendu. Point light, je vais spatialiser la point light ici, je vais dupliquer ce nœud, CTRL-C, CTRL-V et placer le second ici. En sachant que de toute manière, je devrais quand même respatialiser correctement ces lumières et ce via le rendu. Je sélectionne mes trois éléments, c'est-à-dire ma géométrie 3D importée en alambic et mes deux lumières, Tab, Scène 3D. Maintenant, je peux connecter ça au moteur de rendu, connecter mon viewer à la sortie du moteur de rendu et basculer en 2D pour voir mon rendu. Éventuellement, je vais dans les propriétés de la caméra pour ajuster la distance de celle-ci et ou sa position. Je vais maintenant regarder l'animation et en fonction de cette animation, je vais réajuster le placement de la caméra. Comme je vous dis au préalable, les lumières, je vais ajuster aussi leur position afin que toute la géométrie soit correctement éclairée. Je vérifie sur l'entièreté de l'animation. On voit que mon animation a une accélération lente, puis rapide et un retour en arrière très rapide. On a donc comme ça une variable de vélocité et c'est cette variable qui va être très intéressante pour pouvoir regarder la solution la plus en adéquation pour créer les flous mouvements. J'ai mis mon setting en 720. On remarque aussi la quadrature du rendu. Il faut éviter d'avoir ce type de cloisonnement parce que sinon vous risquez d'avoir des étirements linéaires dans votre flou. Donc pour ça, je vais simplement mettre le nœud crop qui d'office va recadrer l'image par rapport au root format qui est ici en 720. Généralement, le premier réflexe des flous par rapport à une scène qui est en mouvement, c'est le motion blur. Donc je vais faire Tab motion blur, je mets le motion blur et tout de suite on va remarquer qu'en fonction des accélérations franches, et même si je rajoute un certain nombre d'étapes, essayer d'ajuster le shuffle, je n'arriverai pas à avoir un résultat concluant. Même si on ne regarde jamais un flou frame by frame, on attend que toute la timeline soit chargée dans la mémoire cache afin de voir réellement le flou qui va se jouer de notre perception rétinienne. Pour éviter de calculer tout et surtout lorsque je vais faire une comparaison, je vais mettre ici un disque cache, connecter le nœud disque cache et cliquer sur l'option pré-cache. Une fois que le pré-cache sera terminé, tout ce que j'ai fait dans cette branche hiérarchique sera donc mis en cache sur le disque dur. Il faut savoir que le motion blur peut avoir des entrées de vecteurs. On voit ici B pour back et F pour ceux qui sont à l'avant. Et on verra le processus pour les utiliser. On va arriver très vite aux limites du motion blur. Voyons un autre tips, je mets à un endroit qui semble pénible pour le motion blur. Alors ce tips, c'est tout simplement le time blur. Il va fonctionner un peu comme le motion blur, c'est-à-dire utiliser le frame courant et copier sur ce frame courant les frames qui sont en amont et en aval du frame courant avec un décalage et un flou. Je connecte le time blur, on voit que le time blur s'en sort relativement bien, il y a 10 divisions, autrement dit il y a 5 frames en amont et en aval par rapport au frame courant, et avec le shutter, vous pouvez jouer sur le décalage de ces copies de 10 frames. On va utiliser à nouveau un disque cache, pré-cache. Le time blur est un petit tips qui est rapide et qui peut donner un aspect relativement correct. Et on peut considérer qu'il s'en sort relativement bien. Bilan, lorsque vous faites des flous sur une image 2D dans laquelle vous ne pouvez pas extraire des vecteurs de vélocité, ces deux techniques sont tout à fait applicables et en fonction de la vélocité, soit vous aurez des préférences pour le motion blur, soit pour le time blur. Voyons maintenant une technique avec des informations sous pixels relatives à de la vélocité. Je connecte le viewer sur le crop afin de voir une information sous pixels, ce qu'on appelle les AOV. J'active l'option Output AOV. Vous allez retrouver ici Motion Vector. On peut choisir des noms ou prendre le nom prédéfini tel que Motion. Maintenant, je peux regarder l'information sous pixel Motion. Vous allez voir des couleurs rouges et ou vertes en fonction des vecteurs de déplacement U et V. Et vous pouvez aller voir les autres formations concernant ces interprétations de couleurs relatives aux axes 3D. Basculons en RGB. Revenons un petit peu
quelque chose dans lequel je dis qu'à ce stade je suis un peu dubitatif, c'est d'utiliser le shuffle. Le shuffle va vous permettre de voir en RGB des informations sous pixels. Si je bascule en motion, on va retrouver ici les différentes options. Forward U, backward U et ainsi de suite pour forward V et backward V. Et ce sont ces informations-là que vous pouvez connecter éventuellement aux entrées spécifiques du motion blur. Revenons maintenant sur forward. La première, vous allez avoir les informations rouges. Il est évident, si je clique sur l'autre, vous allez avoir l'information verte. Vous pouvez ainsi utiliser deux sorties shuffle pour nourrir respectivement deux entrées spécifiques au motion blur. Et même si cette option semble intéressante, pour ça, rien de tel que le nœud vector blur. Le nœud vector blur va utiliser l'UV channel motion et avec la force, vous allez avoir un flou qui va répondre aux éléments qui ont une grande vélocité. Il ne va pas dupliquer l'entièreté du frame pour les copier en amont et en aval avec un effet de flou. Il va utiliser les informations de vélocité comme masque pour dupliquer les frames, ce qui va donner un effet beaucoup plus réaliste. Je vais exagérer la force. On a ici des presets de motion vector. Et comme je vous avais dit au préalable, il utilise le Skyline Render en fonction des nœuds de rendu que vous pouvez tester. Et dans le cas d'un lancer de rayon, j'utilise celui-ci qui est théoriquement fait pour Renderman pour obtenir des aspects un peu plus propres. En sachant que tout ça est quand même exagéré, vous pouvez désactiver certaines options qui ne sont pas inintéressantes comme le Normalize, et pour éviter de voir la géométrie qui est ici, on désactive le Softline. Je vais maintenant réajuster la force du motion, mettre à nouveau un disque cache, cliquer sur Precache, faire OK. Vous allez obtenir un flou qui est beaucoup plus convaincant et beaucoup plus réaliste par rapport à la vélocité des éléments qui sont spatialisés en 3D. Surtout si vous comparez avec le motion blur. Voilà, en effet, je reviens sur le disque cache. On a ici le motion blur et on compare avec le vector blur. Et voici pour une sensibilisation au type de flou post-production. À bientôt!